Parmi les visites de musées, de monuments qu'il m'a été donné d'effectuer dans la région parisienne, il en est une qui me tient particulièrement à cœur, le château de Sceaux, c'est-à-dire le musée de l'Île-de-France situé dans un vaste domaine. Je l'ai souvent visité et c'est ainsi qu'il m'est récemment venu à l'esprit d'en faire un document. Une précision s'impose d'emblée. Le château que nous voyons aujourd'hui n'est pas celui d'origine qui a été détruit, mais une reconstruction du XIXe siècle. Quelques considérations historiques apparaissent donc comme tout particulièrement nécessaires. Mais pénétrons dans le domaine par l'entrée principale. Une fois franchi l'aire de stationnement, nous voilà devant une belle grille à 2 vantaux, couronnée du monogramme NT, soit Napoléon Trévise, qui fit construire le nouveau château. La grille est encadrée par les anciens pavillons de garde et par des guérites surmontées de groupes sculptés représentant des combats d'animaux. Sur la guérite de gauche, le dogue attaquant le loup est attribué à Raon, et à droite, la licorne combattant le dragon à Coissevox. Dogue et licorne symbolisant les 2 vertus de Colbert, fidélité et probité. Passons la grille et avançons-nous quelque peu en direction du château. C'est en 1670 que Colbert fit l'acquisition de la baronnie de Sceaux pour y faire construire une somptueuse demeure. Lebrun la décora et le nôtre dessina les jardins. Comme tous les châteaux de cette époque, le bâtiment comportait un corps central et 2 ailes en retour, terminées chacune par un pavillon. L'aile de droite était réservée à tout ce qui concerne le service, cuisine, logement des personnels. Le pavillon était la résidence du concierge. L'aile de gauche était réservée à l'orangerie et le pavillon terminal renfermait la chapelle. Le marquis de Seignelay, fils de Colbert, fit creuser le grand canal et construire une nouvelle orangerie. Ces 2 aménagements subsistent encore de nos jours. Ultérieurement, les occupants les plus illustres furent le duc et la duchesse du Maine, ainsi que le duc de Penthièvre. À la Révolution, le château fut déclaré bien national et transformé en école d'agriculture. En 1798, Sceaux, en fort mauvais état, fut vendu à un certain Lecomte qui le fit démolir. En 1828, la fille de M. Lecomte, Anne-Marie, épousa Napoléon Mortier de Trévise, fils du maréchal Mortier, duc de Trévise. Le couple fit construire le château que l'on connaît aujourd'hui. Acquis d'abord par le département de la Seine, le domaine devint en 1971 propriété du département des Hauts-de-Seine. Le château est aujourd'hui le siège du musée de l'Île-de-France. De l'ancienne demeure de Colbert subsistent le petit château, le pavillon de l'Aurore, l'orangerie, les écuries, ainsi que les pavillons et les loges de l'entrée. Engageons-nous maintenant dans la première allée à droite après l'entrée. Un peu plus loin, un passage aménagé entre le restaurant et un espace tactile destiné aux handicapés permet d'accéder aux écuries. Elles ont été construites vers 1670 sous la direction de l'architecte Antoine Lepôtre et rénovées en 2006. Une partie est actuellement affectée à la présentation d'expositions temporaires. En outre, une librairie spécialisée y a été aménagée. Dirigeons-nous maintenant vers l'Abreuvoir des Chevaux, situé tout à côté. L'Abreuvoir des Chevaux est situé à proximité immédiate des écuries. Il se présente comme une vaste fosse dont les côtés sont maçonnés en pierre. L'on y accède par un plan incliné également empierré. Au fond de la fosse, une sorte de chemin de ronde a été aménagé sur 3 côtés. Ce chemin permettait au valet d'écurie de contrôler le cheval auquel il était relié par une longe. Selon les renseignements fournis à l'occasion d'une visite guidée, ce bassin aurait eu surtout pour but de défatiguer, de désénerver les chevaux
qui avait dû fournir des efforts importants sur des chemins mal entretenus, beaucoup plus que de les nettoyer. Cette installation serait un unique exemple de ce genre, remontant au XVIIe siècle, dans notre pays du moins. Mais regagnons l'allée précédente et progressons quelque peu vers un bâtiment d'aspect moderne, parallélépipédique, le pavillon de l'intendance. C'est dans la seconde moitié du XVIIIe siècle que le duc de Penthièvre fit construire le bâtiment de l'intendance à l'intention du régisseur du domaine. Il abrite aujourd'hui des services administratifs. Poursuivons notre chemin, mais en obliquant vers la droite, en direction d'une construction aussi légère qu'élégante, le pavillon de l'Aurore. C'est Jean-Baptiste Colbert qui fit construire le pavillon de l'Aurore. Sa coupole comporte une composition de Charles Lebrun sur le thème de l'aurore chassant la nuit. Dans les années 1710, Louise Bénédicte de Bourbon, petite-fille du Grand Condé, et son époux, le duc du Maine, fils adultérin de Louis XIV et de la marquise de Montespan, devenus propriétaires du domaine, utilisèrent cet édifice pour y donner des fêtes, les fameuses nuits de Sceaux. Reprenons notre progression en direction du petit château, situé en limite du parc, tout près de l'église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux. C'est en 1682 que Colbert achète le petit château et l'adjoint au domaine. L'entrée principale est située sur la commune de Sceaux, au 9 rue du Docteur Berger, mais il est bien sûr accessible depuis le parc du domaine. Le bâtiment servira à loger les invités. Plus tard, la duchesse du Maine en fera la résidence de ses enfants. Actuellement, il joue le rôle d'annexe au musée de l'Île-de-France en présentant des expositions temporaires. Si le petit château est une bien belle résidence, le jardin attenant est particulièrement sympathique. En particulier, notons la présence d'une sculpture de facture moderne implantée au centre d'un bassin. Exécutée en 2011, elle est l'œuvre de la sculptrice Claude Lalanne. Baptisée du nom d'Olympe, elle rappelle qu'à l'époque de la duchesse du Maine, un automate animé par l'eau se trouvait au même emplacement. Mais le jardin du petit château comporte encore des surprises. 2 fontaines de rocaille. Ces fontaines sont agrémentées de coquillages exotiques à la manière d'Arcimboldo et ont été créées à l'initiative de la duchesse du Maine à l'intention de ses enfants. Tout en revenant sur nos pas, nous ne pouvons nous empêcher d'admirer un bassin tout simple, de forme rectangulaire, situé en contrebas du jardin du petit château. Une vaste pièce de terre engazonnée y est attenante, où les visiteurs peuvent pique-niquer. Le tout est séparé de l'allée qui longe le jardin situé au niveau supérieur par une sorte de contrefort incliné à environ 45 degrés et couvert de gazon. Nombreux sont les visiteurs, et plus précisément d'ailleurs les visiteuses, qui utilisent cet emplacement pour prendre des bains de soleil. C'est à mon sens l'endroit le plus attachant du domaine, que ce soit par son étendue limitée, son aspect quelque peu secret, il faut le découvrir, et son environnement. En somme, un petit joyau dans son écrin. Retournons maintenant vers le château principal. Nous traversons une zone très boisée, par des allées en terre battue, pour parvenir à un grand espace décagé, sorte de clairière, comprenant 3 bassins circulaires. À proximité immédiate du château débute l'allée de Diane, bordée de tilleuls. Elle est précédée de 2 statues.
À gauche, le faune borghèse, représentant Silène, portant dans ses bras le jeune Dionysos, et à droite, l'Hercule Commode, un héros romain sous les traits de l'empereur Commode, fils de Marc Aurèle. Mais dirigeons-nous vers l'esplanade qui s'étend le long de la partie arrière du bâtiment. Aménagées par le nôtre, ces broderies avaient disparu faute d'entretien. Elles ont été reconstituées en buis et graviers colorés à l'initiative du département des Hauts-de-Seine et inaugurées en 2013 à l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de Lenôtre, né en 1613 et mort en 1700. Rejoignons maintenant l'allée de gauche, bordant les parterres, laquelle conduit à la terrasse des Pintades. Le grand canal fut construit à l'instigation du marquis de Seignelay, fils de Colbert. Il fit agrandir de façon considérable le domaine par l'acquisition de terres alentour, ce qui permit de créer une pièce d'eau d'environ 1 km de long. Ce canal fut empoissonné et relié au bassin de l'Octogone. En outre, une terrasse fut édifiée permettant d'admirer l'ensemble, la terrasse des Pintades. Mais remontons notre allée en direction du château. Arrivés au niveau du bâtiment, empruntons sur notre droite l'allée de la Duchesse qui conduit à la cascade. Nous sommes là au bord de la partie supérieure de la cascade. Dès à présent, indiquons qu'il ne s'agit pas de la construction d'origine, œuvre de Lenôtre et de Lebrun. En effet, celle-ci a été totalement détruite lors de la Révolution de 1789. Ce que nous voyons aujourd'hui est une reconstruction décidée en 1930 par le département de la Seine. L'élément qui retient tout d'abord l'attention est la forte déclivité, 23 mètres où s'étagent 17 bassins. Lors de notre passage, la plupart étaient asséchés en raison de travaux d'entretien. Au loin, nous pouvons admirer le superbe jet d'eau central du bassin de l'Octogone, où nous avons une vue partielle. Empruntons un des deux escaliers qui bordent la cascade pour rejoindre ce plan d'eau. Arrivés au pied de l'escalier, contournons le bassin de l'Octogone pour nous positionner suivant l'axe de la cascade. Ce bassin a été créé entre les années 1670 et 75 sur l'emplacement d'un étang alors appelé Mer Morte. Si les deux axes principaux sont constitués de larges trouées, les parties intermédiaires sont fortement boisées et nombreux sont les arbres de haute tige manifestement centenaires. Mais portons nos regards sur deux sculptures disposées de part et d'autre de notre position. C'est en 1933 que furent installés les deux groupes de cervidés, œuvre du sculpteur Georges Gardet. Rebroussons chemin pour regagner l'allée de la Duchesse. À proximité du château, au niveau d'un point de restauration, engageons-nous sur notre droite dans une large avenue bordée de grands arbres et conduisant à l'orangerie visible au fond. Sur un des côtés, de grands panneaux ont été dressés, utilisés pour présenter des expositions photographiques en rapport avec l'architecture et les activités dans le département des Hauts-de-Seine. Mais abordons maintenant l'orangerie. L'orangerie qui subsiste aujourd'hui fut construite en 1686 par Jules Hardouin-Mansart à l'initiative du marquis de Seignelay, fils de Colbert.
En 1870, en raison de la guerre franco-prussienne, les deux dernières travées côté est s'effondrèrent, détruites par un obus. Les pierres récupérées servirent à obturer la brèche, mais les travées ne furent pas reconstruites, d'où l'aspect dissymétrique du bâtiment. Il renferme aujourd'hui les originaux des quelques sculptures de l'époque de Colbert ayant survécu à la Révolution de 1789 et est utilisé durant les mois d'été pour des concerts de musique classique. Arrêtons-nous un instant sur la statue intitulée Flore Farnèse, située à proximité immédiate de l'orangerie, sur l'esplanade délimitée par le bâtiment et la roseraie. Elle fait partie des sculptures dispersées à la Révolution dans divers sites parisiens, en l'occurrence au Jardin des Tuileries. En 2010, elle a rejoint le domaine de Sceaux dans la galerie de l'Orangerie avec d'autres marbres contemporains de Colbert. Un moulage a été disposé à son emplacement d'origine où nous pouvons l'admirer. Il existe encore de nombreuses statues disséminées dans le parc, plus de 200 à l'époque de Colbert. En effet, une opération de restauration entreprise par le département des Hauts-de-Seine a permis la réinstallation de sculptures dans le jardin. Un détail intéressant. Autrefois, les sculpteurs fabriquaient tout d'abord des modèles en plâtre. Positionnés aux emplacements prévus, cela permettait aux occupants des lieux, ainsi qu'aux visiteurs, de se faire une idée assez précise de l'effet produit et laissait donc la possibilité de faire évoluer les choses. Il est à noter que des œuvres contemporaines sont également dispersées dans le parc. Portons maintenant nos regards en direction des jardins de l'Orangerie. Le plus spectaculaire est en fait la roseraie, tentative de reconstitution de l'ancien ensemble. Elle est aménagée autour d'une petite fontaine, les rosiers étant palissés sur des treillis en forme de tunnels voûtés. Cela fait maintenant plusieurs années que cette installation a été réalisée, pourtant les plantations ne se sont pas encore tellement développées. Mais notre promenade touche à sa fin et nous sommes revenus non loin de notre point de départ. Cette visite est maintenant terminée. Bien d'autres choses auraient pu être dites et montrées, mais les nécessités techniques sont là. Si toutefois ce document vous a donné envie d'en savoir plus, outre le musée fort intéressant, pensez par exemple au jardin des Félibres, situé tout près du petit château et de l'église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux, au pavillon de Hanovre, au fond de la plaine de Châtenay, et si vous êtes très courageux et bon marcheur, aux statues nombreuses dans le parc. Sans oublier le mémorial de la déportation des Juifs inauguré en juillet 2006, ainsi que celui du génocide arménien en avril 2015, tous deux implantés dans la partie ouest du parc, dans la plaine dite de la Pépinière. Si donc vous vous laissez tenter, je vous souhaite bonne visite.